Bonjour, chers élèves des SVT. On va commencer aujourd'hui la correction concernant les examens proposés aux sessions normales et de rattrapage 2017 pour l'unité numéro 2 concernant la formation génétique. Et on commence par la session 2017 normale. Donc voilà l'examen proposé. Si vous avez envie de réaliser cet exercice tout seul, vous n'avez qu'à arrêter la vidéo, sinon on entame la correction. La mucoviscidose est une maladie génétique caractérisée par la production de mucus visqueux par les cellules épithéliales, surtout au niveau pulmonaire et digestif. Afin de déterminer l'origine génétique de cette maladie, on présente les données suivantes. En 1989, des chercheurs ont établi la relation entre les symptômes de la mucoviscidose et une protéine membranaire nommée CFTR. Cette protéine permet la sortie des ions chlore nécessaires à la production d'un mucus fluide. Le document 1 présente la relation entre l'état de cette protéine et le degré de fluidité du mucus chez un sujet sain et un autre atteint de la mucoviscidose. Donc, on voit ici le document qui représente les cellules épithéliales d'un sujet sain et un sujet malade. En exploitant les données de document 1, montrez l'origine des symptômes de la maladie, puis déduisez la relation protéine-caractère. Donc, si on voit ces données qu'on a ici, la maladie est due, bien sûr, à la non-fluidité des mucus, qui est plus ou moins visqueux, et bien sûr il y a une difficulté d'extraire. Et cela bien sûr dû à l'absence du chlore, car la présence du chlore permet la sortie, c'est-à-dire la sortie du chlore permet la fluidité du mucus qui va bien sûr s'écouler. Par contre, chez le malade, il n'y a pas de chlore, donc il n'y a pas de fluidité, donc difficile d'évacuer le mucus. Donc, comme réponse, on peut dire que chez une personne normale, la présence de la protéine membranaire CFTR permet la sortie des ions chlore nécessaires à la production d'un mucus fluide. Donc l'origine de cette maladie est due à la présence d'une protéine membranaire CFTR anormale qui ne s'intègre pas dans la membrane des cellules épithéliales et ce qui empêche donc la sortie des ions chlore et entraîne ainsi l'accumulation du mucus visqueux difficile à évacuer, d'où l'apparition des symptômes de la maladie. Donc, on peut dire que l'origine des symptômes de la maladie est la présence d'une protéine membranaire CFTR qui est anormale, qui ne s'intègre pas dans la membrane des cellules épithéliales, et ce qui empêche donc la sortie des ions chlore et entraîne ainsi l'accumulation du mucus visqueux difficile à évacuer, d'où l'apparition des symptômes de la maladie. Donc, on peut bien sûr tirer ici la relation protéine-caractère. Puisque la présence de la protéine CFTR normale, le sujet est sain et a phénotype normal. Il peut évacuer bien sûr le mucus produit. Par contre, la personne atteinte ou qui possède une protéine membranaire CFTR anormale, elle est bien sûr atteinte de la mucoviscidose. Donc tout changement de la protéine conduit à un changement au niveau du phénotype, c'est-à-dire du caractère, d'où l'existence d'une relation entre protéine et caractère. La synthèse de la protéine CFTR est contrôlée par un gène qui porte le même nom, c'est-à-dire le gène CFTR. Le document 2 présente deux fragments de l'allèle CFTR, le brin transcrit, l'un chez le sujet sain, l'autre chez le sujet malade. Et le document 3 présente un extrait du tableau de code génétique, c'est-à-dire un échantillon du tableau génétique. En vous basant sur les documents 2 et 3, donnez les séquences de l'ARN M et des acides aminés correspondant à chacun des fragments de l'allèle CFTR chez le sujet sain et chez le sujet malade, puis expliquer l'origine génétique de la mucoviscidose. Donc bien sûr, pour donner les séquences des acides peptidique ou de la peptide ou de la protéine, on doit d'abord bien sûr avoir l'ARN M à partir de l'ADN. Détermination des séquences des ARN M et des peptides. Chez l'individu sain, on a ici le brin d'ADN transcrit,
d'où la séquence d'ARN M, c'est bien sûr là le bras complémentaire en changeant le T par U. Et les séquences peptidiques, bien sûr, on peut les avoir à partir du tableau, selon les codes ou les codons qu'on a ici. AAU, AAU et l'asparagine. Là, voilà, AUC, AUC, c'est isoleucine, voilà, et ainsi de suite. De même pour les individus malades. On a ici le brin d'ADN transcrit, le brin d'ARN M, c'est-à-dire messager, et bien sûr les séquences peptidiques. Puis on nous demande d'expliquer l'origine génétique de la mucopolysaccharidose. Donc pour trouver une explication, on doit bien sûr comparer les données entre un individu sain et un individu malade. Si on compare les séquences peptidiques, qu'est-ce qu'on peut constater? Celle-ci, elle possède 3, 6, 7 acides aminés, mais celle-ci seulement 6, donc elle est plus courte. Asparagine, asparagine, isoleucine, 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 phénylalanine, glycine, valine, valine, serine, serine. Donc il y a ici une absence de la phényl. Alors s'il y a absence de la phényl, ça veut dire qu'il y a absence du triplet AAA. Ainsi, on peut expliquer l'origine de cette maladie, c'est-à-dire l'origine génétique de cette maladie, par une mutation de délation de 3 nucléotides AAA à la position 508. Donc voilà, AAA va bien sûr disparaître. De même, le phénylalanine va disparaître et va rester seulement l'asparagine, isoleucine, isoleucine, glycine, valine et serine. Donc, comme explication, la mutation par délétion du triplet nucléotidique AAA, numéro 508, entraîne la synthèse de protéines CFTR anormales, ce qui cause l'apparition de la maladie de la mucopolysaccharidose. Le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille touchée par la mucopolysaccharidose. En vous basant sur le document 4, montrez que l'allèle responsable de la maladie est récessif et porté par un autosome, c'est-à-dire un chromosome non sexuel. Donc d'après le tableau qu'on a ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Que toute personne qui est atteinte est issue de parents qui sont sains, ce qui prouve ou qui confirme que la maladie ou le gène responsable de cette maladie est récessif. En plus, elle est portée par un autosome, puisque les femmes ici qui sont malades prouvent que l'allèle ou le gène n'est pas porté par un chromosome Y. Et de même que la fille 3-3, la fille 3-3, elle est malade, bien que son père est sain. On sait que s'il est porté par le chromosome sexuel X, donc le père doit être malade, mais il est sain. Ce qui prouve que la maladie est portée par un chromosome autosomal et non pas un chromosome sexuel. Donc l'allèle responsable de la maladie est récessif car des parents sains donnent naissance à des enfants atteints. L'allèle responsable de la maladie est porté par un chromosome autosomal puisque la présence des femmes atteintes par la maladie confirme que le gène responsable n'est pas porté par Y, et aussi que la fille 3-3 qui est malade descend d'un père qui est sain, 2-1, indique que le gène responsable n'est pas porté par X. Puis on vous demande de déterminer la probabilité pour que le fœtus 3-4 soit atteint de la mucopolysaccharidose. On justifie votre réponse en utilisant un échiquier de croisement. Donc pour cela, on doit faire ce qu'on appelle une interprétation chromosomique. Voilà, donc les parents 2-1, 2-1 et 2-2, dont les phénotypes sont normaux, donc MM. Le génotype, puisqu'ils ont une fille malade, donc ils sont hétérozygotes. Voilà, grand M, petit m, grand M, petit m. Ils vont produire 50% des gamètes, c'est-à-dire 1,5, gamètes grand M et gamètes petit m. La rencontre de ces gamètes dans l'échiquier de croisement montre que MM, c'est-à-dire un enfant malade, c'est-à-dire que la probabilité pour que le fœtus 3-4 soit malade est de 1/4. La mucopolysaccharidose est une maladie génétique très répandue. Elle touche environ une naissance sur 2500 nouveaux-nés en Europe.
En considérant que cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg, calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie et celle de l'allèle normal dans la population étudiée, puis calculer la fréquence des individus porteurs sains de la maladie. Donc, puisque on considère que cette population obéit à la loi de Hardy-Weinberg, on peut bien sûr calculer la fréquence de l'allèle responsable de la maladie à partir des données qu'on a ici. Puisque un enfant qui est atteint MM, c'est-à-dire Q carré, est égal à 1 sur 2500. Donc Q, ou la fréquence de petit m, sera la racine carrée de 1 sur 2500, et ainsi on peut avoir la fréquence de Fm. Voilà, la fréquence de l'allèle responsable de la maladie étant récessive, donc le malade est homozygote et sa fréquence est F de M est égale à 1 sur 2500, est égale à Q carré. Donc la fréquence allélique de l'allèle petit m et F de M est égale à Q. Donc Q est égal à racine carrée de Q carré, racine carrée de 1 sur 2500, c'est-à-dire 0,02, donc F de M est égal à Q est égal à 0,02. Et puisque la fréquence de l'allèle dominant grand M est égale à 1 moins Q, voilà, 1 moins Q, donc P est égal à 98, donc P est égal à 0,98. Donc F de M est égal à P est égal à 0,98. Donc ce sont des simples calculs à utiliser bien sûr. Pour calculer la fréquence des individus porteurs sains, un individu porteur sain, c'est-à-dire elle est hétérozygote. Et puisque la population obéit à la loi de Hardy-Weinberg, donc la fréquence des hétérozygotes est égale à 2PQ. Puisqu'on a ici, on a P et on a Q, donc le calcul est très facile à réaliser. F de M petit m, c'est-à-dire hétérozygote, est égal à 2PQ. 2, la voilà. P, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle dominant M, et la fréquence de l'allèle récessif, c'est-à-dire Q. Donc 2PQ est égal à 0,0389. Donc 0,04, ça veut dire présente à peu près 4% de la population. Maintenant, on va passer à la correction de l'examen 2017 proposé à la session de rattrapage. Donc, afin de mettre en évidence la relation gène-caractère héréditaire et de déterminer quelques mécanismes de l'expression de l'information génétique, on propose les données suivantes. La division cellulaire est l'une des propriétés fondamentales des cellules vivantes. Pour assurer le développement et le bon fonctionnement de l'organisme, les divisions cellulaires doivent être contrôlées. Parmi les gènes qui interviennent dans le contrôle de la division cellulaire, on trouve le gène P53. Dans certains cas, ce contrôle peut être altéré, ce qui est à l'origine d'un phénotype qui se manifeste par une multiplication anarchique des cellules et la formation de tumeurs, c'est-à-dire des cancers. Afin de mettre la relation entre le gène P53 et la formation des tumeurs cancéreuses, des chercheurs ont irradié des souris dont le gène P53 est inactif, ce qui déclenche la formation de tumeurs. Puis ils ont réactivé le gène P53. Les résultats sont indiqués dans le document 1. Décrivez les résultats présentés dans le document 1 et déduisez le rôle du gène P53. Alors, remarquez ici, au début de l'expérience, le volume de la tumeur est très développé. Mais après 12 jours, vous voyez, il commence à diminuer. Et après 18 jours, il diminue encore et disparaît vers 28 jours. Donc, avant l'activation du gène P53, la tumeur était très développée. On a ici 0,4 cm3. Mais lorsqu'on active le gène P53, on commence que le volume des tumeurs commence à diminuer jusqu'à disparaître. Donc on peut dire que le gène P53 inactif permet l'apparition de la tumeur. Mais s'il est actif, il y a disparition de la tumeur. Donc le P53 intervient dans l'élimination de la tumeur cancéreuse. Au début de l'expérience, le volume de la tumeur était 0,4 cm3. Et suite à l'activation, vous voyez ici l'activation du gène
PC-3. Ce volume diminue après 12 jours et atteint 0,04 cm3, puis 0,02 cm3 après 18 jours, jusqu'à ce qu'il disparaît après 28 jours. Donc ce qu'on peut déduire, que la tumeur apparaît en présence des gènes PC-3 inactifs, mais disparaît suite à l'activation de ce gène. Donc le gène PC-3 intervient dans l'élimination de la tumeur. Le gène PC-3 code pour une protéine du même nom, la protéine PC-3, qui intervient dans la régulation des divisions cellulaires suite à une anomalie de l'ADN. Le document 2 représente un schéma explicatif qui illustre la relation entre la protéine PC-3 et le phénotype cellulaire, division normale, premier cas, et la formation d'une tumeur cancéreuse, c'est-à-dire division anormale, deuxième cas. Alors dans le premier cas, qu'est-ce qu'on peut constater? Lorsqu'il y a anomalie dans l'ADN, c'est-à-dire l'ADN est endommagé par exemple, la protéine PC-3 il est fonctionnel et bien sûr il va réparer l'ADN, ce qui va contrôler bien sûr l'activité ou les divisions cellulaires. Donc les divisions cellulaires seront bien sûr normales. Par contre, dans le deuxième cas, lorsqu'il y a une anomalie ou endommagement de l'ADN et lorsque la protéine PC-3 n'est pas fonctionnelle, il y a des divisions cellulaires, bien sûr sans réparation de l'ADN. Donc cela entraînera une multiplication cellulaire anarchique, ce qui va donner bien sûr une tumeur. On vous demande ici, en exploitant les données du document 2, dégager la relation entre la protéine PC-3 et le phénotype cellulaire dans chacune des deux cas, puis montrer la relation protéine-caractère. Donc vous voyez ici que lorsque la protéine PC-3 est fonctionnelle, on a une division qui est normale. Lorsqu'il n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire elle est anormale, il y a des divisions anarchiques. C'est-à-dire les divisions ne sont pas contrôlées, ce qui va bien sûr entraîner les tumeurs. Donc, il y a bien sûr une relation entre la protéine et le caractère. Donc, ce que vous pouvez écrire bien sûr concernant la relation entre la protéine PC-3 et le phénotype cellulaire, dans le premier cas, la protéine PC-3 fonctionnelle interrompt la division cellulaire, en cas d'endommagement de l'ADN bien sûr, jusqu'à ce que l'ADN soit réparé, puis la division cellulaire devient normale. Par contre, dans le deuxième cas, la protéine PC-3 non fonctionnelle, incapable d'interrompre la division cellulaire en cas d'endommagement d'ADN, et les cellules ayant l'ADN non réparé entament des divisions anarchiques aboutissant à la formation de la tumeur. Donc, la relation entre protéine et caractère, c'est-à-dire que la protéine PC-3 fonctionnelle, division cellulaire normale, mais lorsque la protéine PC-3 est non fonctionnelle, la division cellulaire sont anarchiques et bien sûr formation de tumeur. Donc tout changement de l'état de la protéine induit un changement du phénotype, ce qui prouve ou confirme qu'il y a bien sûr une relation protéine-caractère. Les études ont montré que l'altération des gènes PC-3 est retrouvée dans plus de la moitié des cancers humains. Le document 3 présente la séquence nucléotidique d'un fragment du brin transcrit de l'allèle normal du gène PC-3 et celle de l'allèle anormal de ce gène. Le document 4 bien sûr représente un échantillon ou un extrait du tableau de code génétique. En vous basant sur les figures 3 et 4, déterminez la séquence de l'ARN M et celle de la chaîne peptidique correspondant à l'allèle normal et à l'allèle anormal du gène PC-3. Et enfin, en vous basant sur les documents précédents, montrez la relation entre la mutation du gène PC-3 et la formation de la tumeur cancéreuse. Si on commence par la question 3, et on cherche bien sûr les séquences peptidiques à partir des séquences de l'ARN M qu'on doit bien sûr avoir à partir de l'ADN transcrit, c'est-à-dire du brin d'ADN transcrit. Donc voilà, donc on a chez l'individu sain le brin d'ADN transcrit, le voilà. Ce correspondant au son supplémentaire, c'est-à-dire la séquence d'ARN M, et ainsi les séquences peptidiques seront
Donc CAC, c'est l'histidine, là voilà. AUG, méthionine, là voilà, et ainsi de suite. Donc vous devez bien sûr chercher pour chaque codon, c'est-à-dire un triplet de nucléotides, auquel est l'acide aminé correspondant. De même pour l'individu qui est malade. Maintenant, on vous demande, en vous basant sur tous les documents précédents, montrer la relation entre la mutation et la formation de la tumeur. Donc, pour cela, bien sûr, on doit faire une comparaison entre les deux résultats qu'on a ici, pour bien sûr chercher quelle est l'erreur ou la cause de cette maladie. Alors, remarquez ici, GTG, GTG, TAC, TAC, TGC, TGC, CTC, CTC, CAA, ainsi de suite. Mais là, vous voyez, il y a une modification, G, et là on a T. Donc à la position 174, il y a une substitution d'un nucléotide G par un nucléotide T, ce qui va bien sûr modifier l'acide aminé qu'on a ici. On a l'arginine a été substituée par la serine. Donc cette substitution a donné une protéine qui est bien sûr anormale et ce qui a causé l'apparition bien sûr des tumeurs. Donc dans la cellule normale, la mutation des gènes P53, il y a une substitution du nucléotide G par T au début du triplet 174. Donne une protéine P53 non fonctionnelle, donc pas de régulation de la division cellulaire en cas de dommage de l'ADN bien sûr, ce qui entraîne des divisions cellulaires anarchiques, d'où les tumeurs cancéreuses. Donc il y a une relation entre le gène et la protéine. Donc il y a une relation entre le gène et la protéine. Bon, je vous laisse ici des examens proposés en l'an 2018 pour les SVT. J'espère que vous allez les réaliser chez vous. Celui-là c'est pour l'année 2018 concernant la session normale et celui-là concernant la session de rattrapage. Je vous laisse. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. S'il y a des questions, bien sûr, vous pouvez les mettre dans le commentaire.